Je vais passer la parole à professeur Bouskraoui, que je vais pas, bien sûr, j'ai pas besoin de le présenter, sauf dire que j'étais son externe. Oh là là. Non. Alors, il va nous parler donc de... Il va nous parler de l'actualité, des actualités sur la tuberculose. Donc, tout le monde va attendre de professeur Bouskraoui de défiler les énigmes intradermaux, quantiférants, PCR, les formes, la tuberculose qui réveille toutes les formes et qui ne nous a jamais quittés pour retourner. À vous la parole, monsieur Bouskraoui. Merci, Iman. Voilà, donc, Sid Daoudi m'a demandé de parler de la tuberculose de l'enfant en 2023, aspect diagnostique et thérapeutique. Je vais essayer un petit peu de respecter le temps parce que nous sommes déjà en retard, d'accord, mais la discussion était très riche, beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup apprécié toute la journée, j'ai appris énormément de choses en écoutant les autres, c'est très important. Alors, dans le cycle de vie et la dissémination extrapulmonaire de la tuberculose, je ne vous apprends rien. Vous savez que lorsqu'on inhale le BK, c'est un écran laser, donc ça ne passe pas. Dans la majorité des cas, heureusement que l'organisme il arrive par éliminer le BK, mais parfois il y a une diffusion, une dissémination dans différents organes, et le granulome va parfois se disséminer et envoyer le BK partout. Donc, comme d'habitude, moi j'ai rien à vous faire apprendre, on va essayer un peu de travailler ensemble, essayer un peu de voilà حيد راسك عفاس يخنو سيري الصور إلا جات على خاطرك ومن بعد رجع. voilà لا باقي مازال الرويس ديالك هادي اجي هنا تصوروا juste qu'il prenne هذا. Les gens qui n'arrivent pas à voir à scanner, menti.com, c'est la solution la plus facile de scanner le code, mais sinon menti.com et le code c'est 8829147. Est-ce que j'ai besoin d'une vingtaine pour avoir la tendance de scanner? Les gens qui n'arrivent pas, c'est pas grave, ils font de l'auto-évaluation et on essaie d'avancer. Est-ce que c'est bon? Je peux passer? Très bien. Alors, la forme clinico-radiologique la plus fréquente de la tuberculose chez l'enfant est pulmonaire, ganglionnaire, excavé, lamiliaire. Ah, vous savez que la tuberculose reste toujours un vrai problème de santé au Maroc. Et moi, j'ai l'impression que je suis en train de vérifier par des statistiques dans le service. Il y a une collègue, il y a Iman dans le service qui est en train de collecter, Karima, c'est Iman qui fait ça, voilà, qui est en train d'exploiter toutes les données de la tuberculose depuis l'ouverture jusqu'après le Covid. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de cas. Alors voilà, faites attention dans les déclarations épidémiologiques. D'accord? L'atteinte du poumon, c'est la miliaire, l'atteinte excavée, la pneumonie tuberculose, etc. Tout ce qui est ganglionnaire, il est considéré comme extra. Tout ce qui est pleural, il est considéré dans les déclarations épidémiologiques comme extra. Donc, la forme la plus fréquente, elle est ganglionnaire. Regardez les données 2022 du Maroc. Tout ce qui est en bleu, regardez chahal ganglionnaire. Vous avez vu? Hein? Bien sûr, le ganglionnaire, le pleural, etc. Donc, c'est la tuberculose extrapulmonaire qui est la forme la plus fréquente. Regardez sur ce joli travail d'un bon journal pédiatrique de maladies infectieuses. En bleu, tout ce qui est extrapulmonaire, c'est-à-dire ganglionnaire, reste toujours la forme la plus fréquente. Donc, la forme la plus fréquente de la tuberculose d'enfant est la forme extrapulmonaire. Nous sommes d'accord. Alors voilà, regardez, on s'infecte et puis le BK en contact de l'organisme, on va développer la tuberculose latente, il y a une clinique normale, radio normale, et puis après on devient symptomatique
on entre dans ce qu'on appelle la tuberculose patente. Et là, c'est paucibacillaire, très peu de BK. Là, il y a une richesse en BK. C'est pourquoi là, on peut se permettre de faire la prophylaxie, la chimioprophylaxie, même avec la monothérapie. Parce qu'on nous a appris que le BK devrait être toujours traité avec une association d'antibacillaires pour lutter contre la mutation de BK. Alors là, quels sont les tests de dépistage de la tuberculose latente chez l'enfant? Latente, aucun signe clinique, radiologie strictement normale. En sachant, notre ami pneumo, notre invité, M. Delassie, peut nous dire toute la difficulté pour dire qu'un cliché parfois est strictement normal d'un enfant. Et puis, il y a beaucoup de variations entre les équipes de radiologie dans l'interprétation d'un cliché. Allez-y, vous pouvez écrire. Allez-y, on verra les gens comment ils pensent. Voilà, ça avance, bravo, ça avance. Ça avance. Ça avance. Ah ben, on a quelques idées. Ben, j'aime bien voir le quantiférant, j'aime bien voir l'intradermo, mais j'ai dit que c'est une tuberculose latente. Donc, je n'ai pas besoin de recherche de BK dans les crachats, je n'ai pas besoin de PCR, je n'ai pas besoin de tout ça. Hein? J'ai besoin d'un test de dépistage, soit l'intradermo, soit le quantiférant. Voilà, nous avons dans nos diagnostics de la tuberculose latente, vous avez soit les DR, soit les gras. Maintenant, l'OMS a bien validé le dépistage de la tuberculose latente, soit l'intradermo, soit les tests gras. Sauf que le Maroc, en matière de santé publique, il garde toujours les DR parce que finalement, il n'arrive pas à financer le quantiférant. Dans l'hôpital où je travaille, nous avons aussi le quantiférant. Regardez, vous avez les différents tests, les DR, et les deux autres tests où il faut un prélèvement de sang. Tout ça est basé sur le fait que la cellule présentatrice de l'antigène sera en contact avec l'antigène tuberculeux. Ça va stimuler les cellules de l'immunité, les cellules T, et il y aura libération de cytokines. Soit on va les mesurer avec l'intradermo, d'accord? Soit on va doser, d'accord? Dans le sang, c'est soit, d'accord, vous avez là deux tests, mais ce qu'on connaît essentiellement, c'est le quantiférant. D'accord? Alors, voilà, dans l'intradermo, réaction à la tuberculine, vous avez l'injection intradermique va libérer de la tuberculine, en contact avec la cellule présentatrice de l'antigène, d'accord? Tout ça va stimuler les cellules de l'immunité avec sécrétion de cytokines, il y aura de l'inflammation, et donc au bout de 3 jours, on va mesurer l'induration. Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà, et là aussi, comme je le dis pour la radiologie, même dans la mesure de l'EDR, il y a des variabilités interindividuelles, si on ne fait pas attention. Voilà, donc pour faire la synthèse, en contact avec l'antigène, il y aura libération d'un certain nombre de cytokines, détection de l'interféron gamma, soit dosage de l'interféron gamma, c'est ce qu'on appelle quantiférant, détection des lymphocytes producteurs d'interféron gamma, c'est le T-spot. En général, ce qui est plus utilisé au Maroc, c'est le quantiférant, ce qui est disponible. D'accord? Voilà, donc il est basé rapidement sur la technique. Vous avez 4 tubes, d'accord? Et c'est la différence entre ce tube-là et ce tube-là qui va un petit peu essayer d'apprécier la réaction des cellules T avec libération de cytokines. Regardez, c'est la même chose, toujours la cellule présentatrice de l'antigène, soit CD8, CD4, lymphocytes T patient dans le sang total et quantification. Voilà en labo les 4 tubes qu'ils utilisent. Est-ce qu'on peut éliminer ce qui a été interposé? Oups. Alors c'est quoi ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez éliminer de chez vous ça? J'ai pas de fenêtre pour l'éliminer. Merci.
Donc là, je passe sur ces détails de labo. Est-ce qu'on peut faire, parce que je vois souvent des gens qui font l'IDR et le quantifère en même temps, ou là avec des petits décalages, et est-ce qu'on peut faire un EGRA ou une EGRA, c'est parce que c'est masculin, féminin, d'accord, après une IDR, c'est l'histoire de le Covid ou la Covid des Français. Je m'en fiche qu'il soit masculin, féminin, monsieur Delaïsé. Ok. Alors, donc, peut-on faire après l'IDR? Alors, vous êtes un petit peu partagé. J'apprécie les gens qui disent « je ne sais pas » au lieu de répondre à l'aveugle. D'accord? Regardez, si on fait une IDR, voilà. Si on veut faire l'EGRA, on peut le faire aussi en même temps ou là au-delà du 20e jour. Parce que si on le fait entre le 7e et 20e jour, il y aura un effet booster. Déjà pour les IDR, il est déconseillé de faire une IDR moins de 15 jours après la première. Parce que ça va amplifier la réponse immunitaire. D'accord? Pour les EGRA, la sensibilité est de 100%. La valeur prédictive des EGRA est inférieure à celle des EDR. La positivité des EGRA est supérieure aux EDR. Je conseille toujours le double test. Je déconseille le double test. Donc finalement, il y aura 2 réponses juste au moins. C'est ça? Voilà. Ça avance, ça avance, ça avance. Donc, on a une tendance. Alors, les tests EGRA, est-ce qu'ils peuvent être une alternative moderne aux intradermaux? Nous avons bien appris qu'avoir 2 tests, par exemple, hors de grandeur pour avoir une idée, 2 tests positifs au quantiférant, vous allez avoir, regardez combien vous allez avoir d'IDR positifs. Et inversement, si j'ai des EDR positifs de 105, j'aurai à peine des tests de quantiférant positifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est sûr, avec l'intradermotuberculine, on risque de traiter beaucoup de malades de manière inutile. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et il y a un intérêt économique dans l'utilisation de quantiférants par rapport aux EGRA. D'accord? L'utilisation des EGRA permet de distinguer entre tuberculose latente et tuberculose active. Il permet un diagnostic, c'est les BK négatifs, ou tout simplement vous ne savez pas. Je vous le dis, pour le moment, si vous trouvez un test qui distingue la tuberculose latente et active, vous aurez le prix Nobel. Hein? Donc finalement, regardez ce travail magnifique qui vous montre qu'avec le quantiférant, vous allez avoir une valeur prédictive plus importante de prédire l'évolution vers une tuberculose, d'accord? Alors que l'IDR, il prédit moins l'évolution vers la tuberculose. C'est très important. Finalement, nous avons toute une panoplie de biomarqueurs actuellement pour la tuberculose latente, patente patente active. D'accord? Nous pouvons faire de la biologie moléculaire, nous pouvons faire un tas de choses. Les choses ont beaucoup changé, mais malgré tout, en pédiatrie, il y a toujours malgré les progrès, il y a toujours des défis à relever parce que la tuberculose de l'enfant est une tuberculose bacillaire. Ce n'est pas comme l'adulte. Et donc, pour un peu faire la synthèse, lorsque vous avez une IDR positive avec absence de signes cliniques et radio normale, vous allez conclure à une tuberculose latente. Lorsque vous avez IDR, EGRA ou HDAFéon positif
avec des signes cliniques, avec ou sans image radiologique. Regardez les deux gros îles, d'accord? C'est une tuberculose active. Donc, opposer tuberculose latente et tuberculose active est fondamental pour l'incidence thérapeutique. Finalement, dans la tuberculose, et nous sommes un pays où la tuberculose présente toujours des problèmes, ce qu'on voit que la partie classique apparente de l'iceberg. Il y a beaucoup d'efforts qu'on devrait fournir, nous les pédiatres, parce que parfois on n'arrive pas à prendre correctement en charge les cas de tuberculose et on essaie toujours de les confier aux pneumophthysios adultes. Je pense qu'il faut, on a parlé de défendre la pédiatrie, c'est aussi s'occuper des enfants. D'accord? Vous traitez une tuberculose latente par monothérapie, bithérapie, trithérapie, c'est-à-dire le Maroc, quel schéma? Voilà, mais je suis content que la majorité a parlé de monothérapie. Moi, je suis défenseur de la bithérapie, mais malheureusement, notre programme ne veut pas encore passer pour l'INH réforme piscine, parce qu'il va gagner en matière d'observance, parce que l'INH, c'est au moins 6 mois, voilà. 6 à 9 mois, ça dépend de profil immunitaire, d'accord? Voilà. Voilà, un truc que je vous propose, interroger les groupes à risque sur la présence de signes respiratoires. S'il y en a, il est symptomatique, vous explorez comme une tuberculose patente. Sinon, vous faites les gras négatifs, pas de souci. Positif, vous faites la radio du poumon. Anormal, ça bascule vers la prise en charge d'une tuberculose patente. Pas d'anomalie. Donnez bien sûr, la radio du poumon est normale, d'accord? Et il est asymptomatique cliniquement, radio du poumon normale, donc il faut aller vers une chimiothérapie préventive. Malheureusement, beaucoup de pédiatres n'arrivent pas encore à prescrire, d'accord, une chimiothérapie préventive. Ça pose aucun souci en matière de chimiorésistance. Un bilan de dépistage négatif, j'ai fait les DR ou les gras négatif, j'élimine la tuberculose. Totalement une tuberculose. Vrai, faux. Je viens de montrer un schéma au début, d'accord, qui va vous aider à réfléchir. Alors, la majorité en dit non, je suis content, pour vous dire que lorsqu'on est exposé à la tuberculose, il y a plusieurs stades de la maladie, plusieurs stades de l'infection. Je parlerai plutôt de l'infestation ou autre chose comme ça, pour vous dire, si on fait le bilan là, il reste d'être négatif, parce que ça dure 3 mois, c'est à peu près 2 à 3 mois cette période. Si on fait une enquête de dépistage autour d'un cas, parce que souvent, vous savez, lorsque aux alentours d'un tuberculeux positif, toujours l'enquête elle est nécessaire, elle est capitale. Si on la fait pas, c'est comme on n'a rien compris à la tuberculose. L'enquête de dépistage est obligatoire chez nous. Donc si on arrive à faire l'enquête ici, l'IDR ou l'IGRA elle peut être négative. Et donc dans ce cas-là, si vous avez un comptage massif évident, il faut convoquer l'enfant au bout de 3 mois et reprendre le bilan. Un bilan négatif fait surtout un stade de début, il peut être négatif. Il faut savoir le reprendre 3 mois après. Finalement, pour vous dire très rapidement des choses que vous connaissez, que la tuberculose de l'enfant est possibacillaire, il y a moins de résistance chez l'enfant et il y a un passage de la tuberculose maladie plus important chez les bébés et lorsque le terrain est immunodéprimé avec risque de forme grave. Chez le nourrisson, souvent, ce sont des atteintes multifocales, d'accord, poumons, neuroméningés, intra-abdominales, etc. Optimiser l'imagerie. Un cliché de poumon, souvent parfois lourd, très rapidement, on va dire, tiens, il est normal. Et comme on s'est dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de variabilité interindividuelle,
d'accord, dans les interprétations entre les différentes équipes de radiologie. D'accord. Et là, malheureusement, beaucoup de gens courent très rapidement vers le scanner. Le scanner thoracique, il est très irradiant. C'est la radio de poumon qui est indiquée dans un dépistage de masse dans le bilan de la tuberculose en santé publique au Maroc. Ce n'est pas le scanner thoracique. Le scanner thoracique, il a des indications très précises en matière de tuberculose. Voilà, il y a des gens qui commencent même à parler de l'échographie, de l'intérêt de l'échographie, etc. Ça commence à prendre la place. La confirmation de la tuberculose chez l'enfant peut se faire actuellement par, allez-y, confirmer une tuberculose. Comment on dit piste. D'abord, j'ai dit comment on confirme. كيف ما جاوبتيش؟ جيتي معطل. Alors voilà. Alors exprès pour passer un message clé aujourd'hui, les gens parlent de gène expert, d'accord, bécatubage, d'accord, bactériologie, mais je vois de l'histologie. D'accord? Je vais en discuter. Les différents outils de dépistage de la tuberculose, je pense qu'il y en a énormément. D'accord, la bactériologie, l'examen direct, la culture, vous avez la biologie moléculaire, etc., etc. Le tubage gastrique, vous savez, il a ses règles, le tubage gastrique, et la méthodologie, bien sûr, l'enfant, le matin, devrait rester alité pour que les sécrétions qui se sont dans l'estomac, si l'enfant va aller aux toilettes, tout ça va descendre. C'est pourquoi il faut programmer très tôt les tubages gastriques et l'enfant ne devrait pas bouger de son lit. Il devrait rester allongé. S'il a besoin de faire pipi ou autre chose, il le fait au lit, parce que c'est là où vous allez augmenter la positivité. Déjà, l'enfant, la tuberculose est possibacillaire. Si vous faites le tubage gastrique juste pour la forme, sans observer les règles, d'accord. Et vous savez que beaucoup d'enfants ne savent pas cracher, ne savent pas, et donc le tubage gastrique, il occupe une place très importante, d'accord, dans les services qui le font, les infirmières devraient être entraînées au niveau des prélèvements, etc. Bien sûr, l'OMS, elle insiste beaucoup actuellement sur le gène expert. Il l'a même développé pour parler de gène expert ultra. Donc ça commence un petit peu à avancer. Et l'histologie, on a beaucoup appris. La bactériologie, c'est le gold standard pour confirmer la tuberculose. Maintenant, l'histologie, on a beaucoup appris ce fameux follicule gigantocellulaire nécrosocente. Eh bien, vous savez, pour le moment, l'OMS ne l'indique plus l'histologie comme moyen de confirmation. Ça va aider à éliminer les autres diagnostics. On verra quelques aspects rapidement, d'accord, où l'histologie va aider dans le diagnostic différentiel à éliminer autre chose. Donc, le gold standard actuellement pour la tuberculose, c'est la bactériologie. Gène expert WADA, vous savez, c'est une biologie moléculaire, c'est une mini-PCR et que vous avez les résultats au bout de 6 à 8 heures et ça détecte en même temps la résistance à la rifampicine. C'est rapide, c'est pratique et tous les grands centres au Maroc de lutte anti-tuberculose sont équipés. Dans la prise en charge de la tuberculose, vous êtes obligé d'avoir un médecin ami dans le centre de la lutte anti-tuberculose pour lui téléphoner, pour faciliter le circuit des malades, pour en discuter, pour partager pas mal de choses. D'accord? Vous ne pouvez pas l'envoyer comme ça. Qu'est-ce qui est d'actualité? L'OMS, elle parle de plus en plus de la recherche de diagnostic dans les selles. Je pense que ça va être plus facile. C'est mieux que... Et apparemment, la sensibilité et la spécificité, pas mal. Ça va venir. Il y a même certaines études qui sont sorties sur le texte expert ultra au niveau des selles. Aussi, ce fameux l'époux Arabino Manan, tu connais M. Delassé? Non? Là aussi, l'OMS, elle commence à parler. Il y a pas mal d'essais, d'accord? Ça va être généralisé, c'est la même chose. Alors, l'utilisation des aigrats
est validé dans la tuberculose extrapulmonaire. On a beaucoup parlé des gras, essentiellement le quantiféran, d'accord? Donc finalement, ce test, est-ce que il est utilisé, il est validé, son indication dans la tuberculose extrapulmonaire? Ah ben bravo, bravo pour les gens qui ont dit non. Là, le quantiféran n'est pas encore. Il y a quelques travaux qui sont sortis, qui corroborent un petit peu l'utilité, l'apport que peut apporter les égras dans la tuberculose extrapulmonaire, mais elle n'est validée pour le moment que dans le dépistage de la tuberculose. D'accord? Voilà. Dans la tuberculose latente. Bon, je passe sur l'endoscopie et autres. Vous savez, il y a plusieurs formes de la tuberculose congénitale, on peut en discuter, de la tuberculose vous voyez, la tuberculose de nourrissons, souvent des grandes patates, c'est pas grave, des grandes patates qui vont comprimer, donc avec risque de troubles ventilatoires, et puis vous avez aussi la tuberculose de l'adulte et de l'adolescent, c'est comme la tuberculose de l'adulte. Vous avez souvent les formes excavées, on les voit rarement chez le nourrisson, dans le contexte où on travaille, mais plutôt chez les préadolescents et chez les adolescents. Et bien sûr, la primo-infection tuberculeuse peut se présenter avec une atelectasie parce qu'il y a une patate qui va comprimer et entraîner des troubles de ventilation. Je passe. La tuberculose osteoarticulaire, on le voit de moins en moins, mal de Potter et autres. Vous savez, l'intraderme à la tuberculine, elle est toujours très positif dans la tuberculose osseuse. Les travaux anciens de Martini. La tuberculose neuroméningée, d'accord, regardez, hydrocéphalie avec futrage postérieur, hydrocéphalie, les fameuses nodules de Boschut, et puis les tuberculomes et les abcès tuberculeux, l'imagerie, et puis vous avez la tuberculose ganglionnaire, l'apport de l'échographie, ça peut montrer des aspects hétérogènes, des adénopathies péricogènes hétérogènes, et souvent ça fistulise. En général, une adénopathie fistulisée, il n'y a pas 1000 diagnostics, d'accord? Je ne pense pas qu'il y aura de la griffe du chat ou la griffe du chien. C'est de la tuberculose jusqu'à preuve de contraire. D'accord? La tuberculose intra-abdominale, je préfère moi le terme intra-abdominal de ne pas parler hépatique, intestinale, parce que souvent, c'est une tuberculose multidisséminée, et ça, notre cher gastro-pédiatre me confirme ça, Mustapha. D'accord? Voilà, ça c'est l'atteinte, les petits tipis plans au niveau de péritoine. C'est quoi ça? Hop. C'est bon. Voilà. Bon, je vais, comme ça pour ne pas perdre de temps, c'est pas grave. Ça va aller. La péricardite tuberculose, regardez les calcifications, les fameuses, on voit de moins en moins. La tuberculose pleurale, énorme disons, épanchement pleural, très compressif. Le diagnostic différentiel de l'UBAL, faites attention, c'est les très compressives avec aspect hématique, méfiez-vous de lymphome, mais n'oubliez pas le kystidatique aussi. D'accord? Mais je sais parce que c'est un enfant qui vient d'Agadir, pas du milieu rural, quand je veux dire qu'il n'y a pas de kystidatique, les chiens sont partout. D'accord? Maintenant, il y a un grand problème des chiens errants. D'accord? La tuberculose urogénitale, c'est de l'histoire avec les rats mastiques, les rats muets, etc. La tuberculose cutanée A262, malade qui appartient à CML. D'accord? La tuberculose cutanée, c'est très rare. D'accord? Eh bien, parmi les messages clés aujourd'hui, la tuberculose de l'enfant est une tuberculose de l'adulte jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire, ça va vous inciter, d'accord, à faire automatiquement du dépistage pour tout enfant qui va sortir. Avant qu'il sorte, il faut régler
ce problème de dépistage. Si on renvoie l'enfant, il y a un contaminateur à la maison ou dans l'entourage, d'accord, ça ne sert à rien, on n'a rien compris à la tuberculose de l'enfant. Et puis ça, ce guide ce qui existe gratuit de notre ministère, auquel j'ai participé dans la rédaction, d'accord, il est gratuit, il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Alors, une tuberculose patente, non sévère, peut être traitée en combien de mois? Je pense que la dernière question. Une tuberculose patente, symptomatique, peut être traitée combien de mois? 6 mois, 9 mois. Je connais les attecteurs. Qui dit mieux? 2 mois. Qui a écrit 2 mois? 3 mois. Hein? Z. Qui dit mieux? Katif, شحال قلتي 6. Alors, Katif, il a dit 6, notre président de pédiatre de Marrakech. Bon, il faut savoir que la tendance actuelle, comme je l'ai dit hier, il y a une tendance au niveau de l'OMS à réduire la durée des traitements. D'abord, une tuberculose non sévère, sans terrain de 6 mois. Mais déjà, l'OMS, elle est passée à 4 mois. D'accord? Il est passé à 4 mois pour les tuberculoses où il n'y a aucun problème. Machine neuroméningée ou l'osteo-articulaire ou la HEDA, je n'entre pas dans les détails de traitement, c'est juste pour dire toujours que le grand problème chez l'enfant, c'est l'adaptation des formes galéniques. C'est comme tu l'as dit, Moulay Saïd, c'est le problème de la rentabilité de ces médicaments pour les fermes pharmaceutiques. D'accord? Les formes ne sont pas toujours bien adaptées et le problème de l'observance, de la prise unique le matin à jeun pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec autre chose, etc. Bien sûr, je ne vous apprends rien, que je vous dis, c'est le poids, c'est très important. D'accord? Pour surveiller ses enfants, il doit prendre du poids. Le BCG, ce n'est pas, M. Delassie, l'histoire chez vous. On continue à vacciner tous nos enfants avec le BCG. Il y a toujours des travaux qui montrent, des méta-analyses comme Hadad Lancet 2022 qui montrent l'intérêt de BCG pour les formes graves. Hadanta, les Chinois, moi je n'y crois pas beaucoup aux Chinois, je préfère d'autres sources. D'accord? Et puis le circuit de la tuberculose de l'enfant a bien travaillé avec vos correspondants. D'accord? Il faut être copain avec les médecins de centre de la lutte anti-tuberculose. D'accord? Moi j'ai de la tuberculose, on a toujours Karima de la tuberculose dans le service. Alors si je pose la question aux autres et non pas de la tuberculose dans le service, tout simplement, il y a des choses que vous pouvez avoir par copinage sans problème. D'accord? Voilà. Tous ces documents sont récents. Malheureusement, ils sont mal traduits en français. Donc, c'est qu'il y a 4-5 guides, prévention, dépistage, prise en charge gratuitement au niveau du site de l'OMS. D'accord? Et en conclusion, mes messages très rapidement. Intérêt du dépistage, l'anamnèse, l'examen clinique, la radio thoracique, le scanner thoracique, l'IDER ou EGRA, l'IDER et IGRA, IDER ou EGRA. La confirmation, c'est plus l'histologie. L'histologie, ça va servir par exemple dans la tuberculose intra-abdominale, dans le diagnostic différentiel avec le lymphome ou autre, par exemple. J'ai un expert, bacilloscopie, culture, et puis on attend toujours avec l'OMS de rechercher plus facilement, de faire plus facilement les tests au niveau des urines, au niveau du sel, c'est l'avenir, d'accord? Et puis, souvent, diagnostic de présomption. Parfois, nous sommes obligés de démarrer le traitement sur un faisceau d'arguments anamnésiques, cliniques, radiologiques ou biologiques, parce que la tuberculose d'enfant est une tuberculose pauci-bacillaire. Si vous attendez à avoir un BK positif pour démarrer le traitement, c'est foutu. Et puis j'ai oublié qu'il faut être large dans l'indication de la sérologie VIH en matière de tuberculose de l'enfant, surtout dans les formes graves, les formes multidisséminées. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bouskraoui, pour les topos auxquels on est habitué, didactiques, clairs. J'ai
bon, des petites choses, je vous avance rien de neuf. Et donc, en tant que rhumatologue pédiatre, la hanche, la coccyte, elle est là encore. Et la tuberculose ganglionnaire, on en a vu en inguinal, en creux poplité, donc c'est pas toujours en cervical. J'ai une question. Dans le temps, on n'avait pas d'intradermo, on était obligé de travailler avec le quantiférant, avec les gras. Et ça nous rend énormément service, sauf le prix. Maintenant qu'on a l'intradermo, donc on l'utilise pour les malades qui n'en ont pas les moyens. Je pense qu'on peut s'organiser entre les deux étages. Lorsqu'on ouvre un flacon, on programme les enfants. Comme ça, on ne va pas gâcher. On ouvre pour 1 ou 2 malades. Hein. Alors, Monsieur Bouskraoui, on est dans l'ère des immunosuppresseurs de la biothérapie. Et dans le cadre du bilan pré-thérapeutique, on demande le quantiférant et on tombe sur un quantiférant qui est positif. Alors, la question, en général, on dit que même un malade, si je ne me trompe pas, parce que ce n'est pas ma spécialité, qui est bacillifère, bien traité au bout de 15 jours, 20 jours, il n'est plus contagieux. Je risque de dire des erreurs, je ne sais pas. Mais ma question est quelle est la durée vraiment? J'ai ma petite cuisine interne, mais quelle est la durée théorique qui a entre le début de l'antibioprophylaxie par l'INH et le démarrage des immunosuppresseurs ou la biothérapie pour être en sécurité? C'est surtout pour Moi, je dirais minimum 3 mois pour la sécurité. 3 mois? Ah oui, minimum 3 mois, parce que si on part pour un quantiférant pour éliminer une tuberculose, et si on se trouve avec un enfant asymptomatique, radio normale, et le test il est positif, quantiférant positif, il faut aller traiter. Le schéma, l'État, il insiste toujours sur l'INH seul. Alors moi, j'ai pas cessé de réclamer dans les réunions INH rifampicine, parce que la durée c'est 3 mois, c'est ce qui est fait ailleurs, et en France et ailleurs, 3 mois pour l'observance. Et je pense par sécurité, parce que vous allez démarrer des immunosuppresseurs, c'est minimum 3 mois. Ouais. Donc la parole est aux membres d'organisation, c'est-à-dire qui modèrent avec moi et à la salle, bien sûr. Je vous remercie énormément, professeur Bouskalaoui, pour cet utile exposé. On a beaucoup appris, comme d'habitude, des informations simples, bien éclairées et qu'on n'oublie jamais, surtout. Je donne la parole à l'assistante. Monsieur Delassi, tu as toujours la tuberculose chez toi? Oui. Oui, et d'ailleurs, on continue. À Robert Debré, on en a beaucoup. Et on continue à vacciner par le BCG en France, mais uniquement la région parisienne et puis les familles récemment transplantées. Et bien sûr, il faut le continuer. Non, juste, puisqu'on a reparlé pas mal de la radiographie qui était difficile, juste une petite chose que tu n'as pas dite, mais que tous les pédiatres connaissent ici, chez le nourrisson, dans ce cadre de la dépistage de la tuberculose latente, la radio de profil est très importante. Parce que c'est sur la radio de profil qu'on n'aime pas faire d'habitude, parce qu'on cherche à mettre le moins de rayons possible, mais c'est sur cette radio de profil qu'on verra les adénopathies. Alors, exprès, je n'ai pas parlé, je ne parlerai pas, parce que le programme de la lutte anti-tuberculose est ficelé. Même l'OMS ne recommande plus la radio de profil. C'est une bonne radiographie thoracique de face. Même dans les pays moins riches, on peut dire que nous sommes un pays émergent. Voilà. On ne peut pas se comparer, parce que même en Afrique, le Maroc, ce n'est pas Burkina Faso, ce n'est pas le Bénin, etc. Mais l'OMS, pour ces pays-là, et même pas la radio de poumon. Même pas la radio de poumon. Si IDR est gras, symptomatique, asymptomatique. Symptomatique, traitement complet, asymptomatique, chimiothérapie préventive. Donc, dans les programmes, même à l'échelle mondiale de l'OMS, il n'y a pas d'indication lieu à prescrire un cliché de profit pour le dépistage. Je sais la rentabilité, mais il faut que ce soit un cliché bien interprété et ce n'est pas toujours évident. Je partage avec vous cette réflexion. Bouchaïb. Merci, Sylvie. Moi, j'ai deux petites questions. Le cas des BCG, le traitement par isoniazide seul. Et la deuxième question, c'est les tuberculoses abdominales. Il arrive qu'on reçoit des filles avec des acides
Et en général, quand on a un quantiférant positif, quand on a une cytologie du liquide de fonction, lymphocytaire, antivalent positif, est-ce qu'on peut se contenter de ça ou il faut absolument faire une biopsie parce qu'on a des problèmes avec les chirurgiens qui ne veulent pas ouvrir un ventre qui est déjà distendu par s'ils ne veulent pas ouvrir, qu'ils assument leurs responsabilités. Hein? Bouchaïb, tu as posé une très belle question, très pratique et qui est toujours d'actualité, cette deuxième question. La première question aussi très intéressante parce que finalement, si on part pour une vraie, pas une simple réaction, une vraie BCG, il faut faire le bilan et moins de doute, il faut, la discussion maintenant, c'est d'aller vers un traitement complet. D'accord? Le truc de mettre l'INH localement, le fait de faire une monothérapie à l'INH, je pense que les gens sont revenus sur ça. Et lorsqu'il y a une vraie BCG, il faut explorer, 1, l'immunité et 2, partir pour un traitement complet. Alors, la tuberculose intra-abdominale, c'est toujours un problème qu'on rencontre dans le service où je travaille. Maintenant, même au niveau thoracique, le problème n'est pas réglé. Lorsque vous avez un épanchement très abondant qui comprime, moi, le message que je dis à mes collègues avec qui je travaille, il faut, bien sûr, exudat, pas exudat, etc., mais il faut automatiquement les liquides chez l'hématologie à la recherche de cellules malignes. Moi, ça, je l'ai appris avec M. Msirla et je continue à respecter ça, et comme ça, je ne passerai pas à côté de lymphome très compressif, etc. Je reviens à l'abdomen. L'abdomen, exprès, j'ai parlé du tuberculose intra-abdominale, parce que souvent, c'est de la tuberculose intestinale, associée à la tuberculose péritoniale, associée à une tuberculose ganglionnaire. Des stigmates avec l'échographie. Un bon échographiste, s'il vous dit que plusieurs adénopathies nécrosées, avec des éléments vraiment avec d'autres localisations. Parfois, on a une suspicion de tuberculose intra-abdominale et on ne fait pas de radio du poumon. Or, la radio du poumon, ça fait partie, d'accord, quelle que soit la forme de la tuberculose, il faut la radio du poumon. Lorsque vous avez des ganglions énormes, il faut aller biopsier. Et il faut être catégorique. Il faut aller biopsier. Ma fille, il veut ouvrir ou ne pas ouvrir. J'ouvre à quelqu'un qui va ouvrir. J'envoie quelqu'un qui doit... Parce que là, c'est toujours... Et parfois même l'association. On peut faire sortir quelques observations. Dans le service où je travaille, on avait une association, lymphome Burkitt, lymphome tuberculose, Burkitt, tuberculose, lymphome... mais je pense que... Et c'est arrivé, c'est pas quelqu'un... on avait un résident qui n'a pas pris discussion avec le reste de l'équipe avant le Covid quelques années, comme ça, et des lésions intra-abdominales, une IDR9, altération de l'état général, adénopathie profonde, CDST, le met sous traitement, et puis le malade, au bout de 3 mois, il revient. Biopsie, lymphome. Donc, moi, je pense qu'il faut rester catégorique. Avant, on n'avait pas assez de moyens. Mais je pense que la tuberculose intra-abdominale, la confirmation, c'est la bactério, réunir un faisceau d'arguments et l'histologie, j'ai mis le lymphome, je suis tranquille. Je reste, moi, catégorique. C'est l'expérience des personnes, parfois. Si vous avez une intraderme flectinulaire, et vous avez des adénopathies vraiment très nécrosées, un bon échographiste, d'accord, etc., vous pouvez, mais faites attention, il faut surveiller de très près l'enfant. Donc, Anna, pour moi, je reste catégorique. Je dis dans le service où je travaille à mes collègues qu'il y a des chirurgiens pédiatres et n'ont qu'à faire la biopsie. D'ailleurs, les CDST ne délivrent pas de traitement central. Parfois, ils nous mettent vraiment tous les obstacles pour ne pas donner de traitement avant d'avoir une confirmation. Ouais, mais la tuberculose osteoarticulaire a vraiment régressé par rapport à avant. Tu te rappelles avec... Oui, tout à fait. Non, je reviens sur la tuberculose. Tu as parlé des coccytes et tout ça. Il a beaucoup régressé par rapport avec notre maître Lahar. Nous avons appris beaucoup de choses. Le pote, il était Ada, mais avec le temps, ça a beaucoup... Dans la tuberculose osteoarticulaire, l'intradermo, il ne faut jamais compagnie. En tant que rhumatologue, tu fais l'intradermo à la tuberculine. Lorsqu'il est négatif, il faut ticker du diagnostic. Il y a les travaux de Martini en Algérie il y a longtemps, ils restent toujours valables.
Merci beaucoup au professeur Bouskraoui, merci beaucoup au professeur de Delézy. Et on lève la séance et on vous invite à une pause café. De 15 minutes.